Là. Ah bah ça y est, je peux faire ma campagne électorale alors. Ah ça y est, Ça y est, je suis candidat face à Rachida Dati, Michel Barnier, il y a qui d'autre, Thierry Mariani et aussi le ministre de Macron. Ouais, c'est ça, une ministre. Je ne sais même pas son nom. Tellement il y a de ministres qu'on ne connaît pas. Duplon l'a découvert avec la loi, là. La fameuse loi qu'a, j'espère, Duplon dans l'aile. Voilà, je me présente toute cette oligarchie parce que le 5e, 6e et 7e arrondissement, c'est vraiment le quartier de l'oligarchie, l'aristocratie qui ne veut pas que le peuple décide, quoi. Donc présenter l'idée du RIC, la démocratie directe dans ces quartiers-là, c'est intéressant. Il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, il y a Matignon, il y a plein de ministères, puis il y a les étudiants, la Sorbonne, il y a le Collège de France, il y a Jussieu. Donc c'est vraiment... et puis il y a les lycées aussi de l'oligarchie, là où était notre cher, très très cher d'ailleurs. Hein. Qui nous coûte très cher. Ouais. Notre onéreux président de la République, donc il était au lycée Henri IV. Voilà, qu'on l'a éloigné un peu de Brigitte. Il y a quoi? Il y a le lycée Montaigne, il y a Charlemagne, enfin voilà. Tout. Il y a aussi l'école alsacienne, hein, où était Benjamin Attal, Juan Branco. Enfin voilà, c'est intéressant de coller des affiches là-bas sur la démocratie directe, qu'on décide nous-mêmes. Voilà, ça leur fait pas plaisir. Il y a 3 quarts des Français qui sont pour les RIC, hein, c'est ce que racontent les sondages de façon assez constante. Et bien sûr, dans ces quartiers-là, c'est pas 3 quarts qui sont pour le RIC, mais beaucoup moins. Voilà, faut pousser là-dessus, médiatiser sur cette idée. Bien sûr, on n'a pas la puissance financière, la médiatisation de ces vedettes poussées par les médias des milliardaires. Et puis après les médias d'État dont ils détiennent le contrôle. Mais voilà, ce sera une campagne intéressante, amusante. Déjà, il y a Michel Barnier et Rachida Dati qui se crêpent le chignon. Intéressant. Ils veulent manger la grosse part du gâteau et ils se disputent. Ah, elle a des gros gâteaux, Rachida. Elle en a pris des gâteaux là. Elle est en train maire du 7e, je crois, non? Elle est maire du 7e, oui, mairesse. Et là, il y a des problèmes de gâteaux, quoi, parce qu'elle a peut-être pioché dans des... Il fallait pas, quoi. Elle a mis la main dans les plats un peu de façon un peu gourmande. Elle est un peu gourmande. Hein. Ah, tu veux dire qu'elle s'est un peu brûlé les doigts Voilà. Hein. Déjà, elle fait des lapsus très révélateurs. Vous savez, une fois à l'Assemblée nationale, elle voulait parler d'inflation. À la fin, lapsus, elle a parlé de fellation. Ah. C'est rigolo. Bon, je pense que c'est un lapsus très Il y a trop de félations dans notre pays. Plus, après, il y aura diffamation, je ne sais quoi. Je n'en dirai pas plus sur la carrière, comment faire carrière. Elle n'a pas été sanctionnée quand elle a utilisé ce mot, parce qu'en général... C'est un lapsus, hein, elle n'a pas fait exprès. C'est l'inconscient qui parle, c'est le retour du refoulé. Voilà, c'est l'inconscient qui dit la vérité à la place de la personne. Elle n'a pas bien avalé tous ces mots, voilà. Ah ouais. Voilà. Donc ça va être très amusant, ça va être avant le 11 octobre, ça doit être le premier tour. Voilà. Et là, on a le droit de faire la promotion jusqu'à quelle date? Jusqu'au samedi, jusqu'au vendredi à minuit, après c'est dans le premier tour. Ouais, enfin moi je ne sais même pas de quelle élection tu parles. C'est l'élection législative partielle, oui. Faut parce que moi, en fait, le Conseil constitutionnel a démis 3 députés le 11 juillet. C'est donc dans le Paris 5e, 6e, 7e, là où je me présente. Ouais. Et on a des candidats dans les 2 autres. Il y a Français de l'étranger, Espagne, Portugal, Andorre, Monaco. Ah, il va faire un carton. Ouais. Et il y a aussi Tarn-et-Garonne de l'Est, c'est là où il y a Montauban, la ville de naissance de Cohn-Bendit. Voilà, et on a des candidats dans les 3. On a fait une réunion le lundi, 28 juillet. Et puis voilà, il y a 3 personnes qui sont proposées comme candidats. Il y en a un qui habite en Occitanie, donc il est candidat dans le Tarn-et-Garonne. On a un candidat qui avait déjà été candidat en 2024, un de nos 16 candidats à Strasbourg. Là, il est installé à El Hierro, qui est la plus petite île des Canaries. Voilà. Et donc, il est candidat pour Espagne, Portugal, Andorre et Monaco. Voilà. Donc, on a les candidats. C'est marqué sur Wikipédia. Si vous cherchez sur Wikipédia, élection législative partielle, la 17e législature. On est à la 17e législature là, de la 5e République, je pense. 17e dans le chiffre romain, quoi. X, V, I. Vous tomberez sur nos candidats. Lucas de Paris pour Paris, Pierre Schwartz pour le Tarn-et-Garonne et Thomas Brandt pour l'Espagne, Portugal, Andorre, Monaco. Voilà, décidons nous-mêmes avec le parti Décidemos. Voilà.
pour la démocratie directe, la souveraineté populaire, le référendum d'initiative citoyenne qu'on nous refuse, bien sûr, alors qu'il est dans le programme de 3/4 des candidats à la présidentielle. Hein. Il n'y avait que Macron au centre, Zemmour à droite et Nathalie Arthaud à gauche, de Lutte ouvrière, qui n'avait pas. Tous les autres, là, les Républicains, ils ont le RIC, mais bon, c'est bidon, c'est bidon. Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, le Rassemblement National, ils le mettent le RIC, ils le remettent. Mais bon, même quand ils ont des municipalités, ils ne font pas de consultation populaire la plupart du temps. Il y a une loi, la loi 1112, la loi organique 1112 sur le référendum local. Elle existe depuis 2004. On a 35 500 municipalités, plus les départements, plus les régions qui peuvent faire ces référendums locaux avec cette loi. Il y a eu 69 fois où ça a été utilisé. En pourcentage, ça ne fait pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Hein, là, si on calcule le pourcentage... En 20 ans. Ah oui. Parce qu'elle existe depuis 2004. Donc là, ça fait un pourcentage, je crois, bien plus faible. Voilà, donc, on va dire 0,01%. J'encourage à ce qu'il y ait des listes municipales dans les villages, dans la France périphérique, avec comme programme de faire des consultations populaires et que les candidats, comme conseillers municipaux, s'engagent à relayer la volonté populaire et mettre les outils pour ça. On a aussi la loi sur les conseils de quartier qui peuvent être utilisés de façon maximaliste. Même cette loi là. Mais par contre, comment elle s'appelle déjà la maire de Paris, la mairesse Anne Hidalgo. Hidalgo, elle en fait ça, non? Alors, déjà, c'est pas l'initiative des citoyens. Ah, c'est son initiative. Ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, elle déclenche un référendum quand ça l'arrange. Déjà, elle sait les sondages. Donc, elle sait que elle enclenche un référendum quand elle sait que le résultat va être comme ce qu'elle veut. Mais après, on se dédouane, on dit c'est le peuple qui a décidé, parce qu'elle sait qu'il y a il va y avoir des oppositions, etc. Donc c'est assez évident que les gens le savent bien, c'est pour ça qu'il y a une participation de à peu près 5%. Alors qu'en Suisse, à chaque question, c'est à peu près 45%, parce que c'est eux qui sont à l'initiative des questions. Voilà, ils savent que c'est pas bidon, quoi. Nous, c'est bidon. Il devrait y avoir sur le site de la municipalité de Paris, voilà, ils ont les moyens, hein, ils ont des milliards, dont 8 milliards maintenant de déficit. Ils ont des milliards. Ils peuvent mettre sur le site, vous pouvez marquer, vous avez telle question, et puis faire des pétitions sur le site de paris.fr. Mais ils ne le font pas. Avec une sorte de sondage pour savoir si elle soit légitime ou pas. Et voilà, il y a tant de pétitionnaires pour telle question, ça peut concerner un arrondissement, ça peut concerner un quartier ou toute la ville de Paris. Et voilà, on fait de la démocratie, mais ils n'en veulent pas. Pourtant, Anne Hidalgo, quand elle s'était présentée au municipal de 2020, elle avait écrit, vous pouvez trouver des articles, « Je ne suis pas la candidate d'un parti, je suis la candidate d'une plateforme citoyenne ». C'est bidon, c'est-à-dire que ces gens-là, ils viennent espionner nos réunions démocratiques, ils viennent les espionner et puis ils notent. On avait Julien Bayou, là, qui était membre des Cinémos. Il avait été secrétaire général des Verts, donc le chef des Verts. Il était membre des Cinémos. Il venait prendre des éléments de langage, dire voilà, c'est bien, les gens ils veulent la démocratie, on doit leur dire qu'on fait de la démocratie. C'est du blabla. Nous on a juste cet engagement, on a le fonctionnement démocratique en interne, parce que si on croit à la démocratie vraiment, on la pratique en interne. On ne dit pas non, c'est pour le peuple, nous on n'est pas un démos, non. C'est une population, une association peut fonctionner de façon démocratique, et non pas oligarchique ou monarchique. C'est-à-dire monarchique, ça veut dire quand c'est un seul qui a le pouvoir, par exemple le président d'une association. Non, tu fais une association où c'est les membres qui décident par des référendums qu'ils peuvent initier, en respectant bien sûr les statuts. Et puis si les statuts ne leur conviennent pas, hop, ils initient aussi une votation pour changer les statuts. Voilà. C'est pas les élus, les administrateurs qui décident. Administrateur, ça vient de ministère, ça vient de mini, ça veut dire petit. Normalement, un administrateur, un ministre, c'est quelqu'un qui fait quelque chose de petit. C'est-à-dire ajouter mini, c'est moins, c'est ça? Mini, c'est petit. Ministère, c'est l'opposé de magistère. Magistère, c'est le grand. Un magistère, normalement, c'est un grand. Donc le magistère, normalement, quand on est en démocratie, que c'est la souveraineté populaire, le magistère, c'est la population. Et le ministère, les ministres, ils doivent appliquer ce qu'a décidé le magistère. Le magistrat, ça doit être la population. Voilà. Bien sûr, c'est pas ce qu'on a. On y travaille. Et le régime actuel, c'est plus de l'oligarchie, là, non? C'est un gros mélange, en fait. Déjà, la Ve République, avec le pouvoir du président, il y a un aspect monarchique qu'il n'y a pas, par exemple, en Grande-Bretagne. En fait, la Grande-Bretagne est moins monarchique que la France, parce qu'il y a le roi, et puis il y a le Premier ministre, qui est désigné par le roi, et qui a plus de pouvoir de politique que le roi. Donc il y a plus un aspect qu'on appelle diarchique.
toute monarchie. Donc il y a l'aspect monarchie. Il y a l'aspect aristocratique, dans le sens où c'est les meilleurs qui gagnent les compétitions. Aristo, c'est-à-dire le meilleur. Donc celui qui gagne une compétition, c'est lui qui est souverain. Et donc les compétitions qu'on a, les concours, c'est les élections. Et ça, c'est l'aristocratie des bonimenteurs, les meilleurs blablateurs. Et bien sûr, comme c'est eux qui ont le pouvoir, c'est une oligarchie, c'est-à-dire que c'est un petit nombre, une petite proportion. L'Igo, c'est comme dans l'Igo-Léman, c'est le petit nombre, la petite proportion. Donc il y a une oligarchie, et puis derrière, au fond, il y a une plutocratie. Ça, c'est pour le fond du système depuis qu'il y a eu les révolutions anglaises et françaises, avec les banques d'Angleterre et banques de France qui étaient privées, le créateur monétaire avec du papier. Et donc c'est une sorte de fou monnayeur. Et ils financent, ils achètent des médias, des milliardaires. On sait que la plupart de la presse appartient à des milliardaires, avec en plus les subventions publiques, c'est les milliardaires qui sont subventionnés par les pauvres, qui payent la TVA, plein pot, etc. Et donc ils ont des médias pour influencer, pour dire qu'il faut élire Macron, c'est le changement, etc. Mais c'est bidon. Macron, il était choisi depuis des années et des années. Il était soutenu. Et voilà, on fait croire aux gens qui regardent la télé, les personnes âgées qui font peu d'abstention, que Macron, ça va être le grand changement, c'est formidable. Regardez, il est jeune, il est beau. C'est le génie des finances. Voilà, c'est le Mozart de la finance. Ah, Mozart de la finance, ouais. Ouais, Mozart, dis donc, il en a fait des fausses notes. Après, la finance, c'est vendre aussi. Il en a fait des couacs. C'est un Mozart de la finance, oui, pour les banquiers, c'est un Mozart. Il en a fait gagner des milliards aux banquiers, à BlackRock, à Pfizer. Il avait gagné déjà personnellement des millions d'euros à faire la négociation sur le lait maternel entre la Pfizer et Nestlé, quand il était banquier d'affaires. Et donc en fait, au fond, on est dans des plutocraties, c'est-à-dire que c'est les banquiers, les milliardaires qui gouvernent, qui payent les campagnes des politiciens ou qui font leur pub dans leurs journaux et qui placent qui ils veulent, quoi, voilà. Avec l'Union européenne qui est en particulier l'article le plus important, c'est l'article 123 du traité de Lisbonne, comme quoi les États n'ont plus le droit de créer leur monnaie. Ils doivent emprunter sur les marchés financiers, et donc en fait c'est les banquiers qui créent la monnaie avec des lignes de crédit et avec des taux d'intérêt. Et donc voilà, c'est comme ça que les États s'endettent. La France, il y avait cette loi déjà du 3 janvier 1973 qui fait que la Banque de France n'avait plus le droit de créer la monnaie à taux zéro pour le trésor public. Et depuis, la France s'est endettée. Le déficit il commence en 1974, juste après cette loi. C'est tout pour. Voilà, et après on dit voilà, la France est endettée, donc il faut vendre les services publics à l'ADP. C'est ceux qui créent l'endettement qui après récupèrent tout, quoi. On est dépossédé de la souveraineté monétaire avec l'Union européenne et même avant avec cette loi du 3 janvier 1973, quand il y avait Pompidou président, Giscard ministre des Finances. Voilà, tout ça c'est des traîtres. Pompidou il avait été aussi directeur de banque chez Rothschild, et dans la famille Giscard aussi, il y en avait qui avaient été banquiers chez Rothschild. Et quand on regarde l'Élysée, vous regardez Rothschild, avenue des Champs-Élysées, vous voyez qu'il y a, je crois, 3 adresses de Rothschild autour de l'Élysée. 2 sur le même trottoir à chaque côté et une en face. Ils n'ont pas besoin de se déplacer trop loin. Quand Macron dit pour traverser la rue, oui. C'est ce qu'il avait plusieurs fois, non? Il traverse la rue, il est sur Rothschild, et même en restant sur le même trottoir, il peut sortir à droite et à gauche. Il a pas menti, tu vois, Macron il ment pas. Oui, mais d'autres c'est un peu plus difficile parce que les gens qui sont dans la France périphérique, là, dans leur campagne, déjà ils n'ont pas de trottoir. Quand ils traversent la rue, ils tombent sur un champ, quoi. Ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'il y a un champ plein de pesticides en plus, avec les pesticides là, qui veulent nous remettre là, tous ces poisons. Ah ouais, la loi. Du plomb. Du plomb. C'est vrai que c'est pas mal du plomb le terme en plus. Des fois, il y a des acronymes. Les noms correspondent parce que du plomb, voilà, c'est un polluant, ça crée le saturnisme. Et voilà, c'est du plomb, quoi. Ça pèse, c'est lourd. C'est lourd. On se demande si parfois ils choisissent pas volontairement les personnes pour leur prénom, tu vois. Des fois, il y a de l'humour, mais involontaire, mais. Voilà. Après, pour trouver un destin dans le nom, on en plaisante. Déjà, on verra. Enfin voilà, il y a des luttes. Ah oui, déjà, je suis très content de cette pétition, mais c'est aussi toute la différence avec une initiative citoyenne comme il y a en Suisse. En Suisse, il suffit qu'il y a 100 000 personnes qui signent une pétition dans les 18 mois et ça fait un référendum. Et même, pour une loi qui est déjà faite par les élus, par le Parlement, donc un référendum abrogatoire, c'est plus de 100 000 personnes, c'est 50 000. Et 50 000, ça fait 0,9% de la population. Donc c'est un seuil très bas. Donc quand c'est un référendum normal, donc ce qui n'est pas obligatoire, c'est 1,8%.
La population de la Suisse, c'est 10 000 millions de personnes, non? Ouais, donc ils sont à peu près 5 millions d'électeurs. 5 millions. Nous, on est 10 fois plus, on est 49 millions. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'on a le RIP, là, le référendum d'initiative partagée qu'on a depuis 2008, là, depuis Sarkozy. Donc il y a un seuil de 10%. Et 10%, ça veut dire que c'est 4,9 millions actuellement. Ça n'a jamais été atteint. Une pétition au maximum en France, c'était à peu près dans les 2,5 millions, 3 millions. Donc quand ils ont mis ce seuil à donc presque 5 millions, 10%, ils savaient que c'était inatteignable. Et de fait, ça existe depuis 17 ans, cette loi, ça n'a jamais été atteint. Et si jamais ça a passé, est-ce que ce serait vraiment un vrai référendum? Non, parce que c'est l'initiative partagée. Ça aussi c'est rigolo. C'est-à-dire qu'en fait, il faut déjà qu'il y ait au moins un tiers des parlementaires, sénateurs, plus députés, qui sont d'accord. Qui soient d'accord. Déjà, c'est un peu mal parti. Ouais, la pétition qui avait atteint à peu près 1 million, c'était sur l'aéroport de Paris. Ils voulaient privatiser aussi, encore vendre à la découpe la France. Donc c'était déjà très difficile. Ah oui, il y a les problèmes aussi de logiciels. Alors, l'État, il a quand même quelques milliards d'euros. Et ils font des sites qui fonctionnent mal. Pour l'aéroport de Paris, il y a plein de gens qui ont eu du mal, qui n'ont pas réussi à faire la pétition. Moi là, j'ai signé la pétition donc, sur le site de l'Assemblée nationale pour la loi, ou contre plutôt la loi du plomb. J'ai eu du mal, j'ai mis plusieurs jours. J'ai changé de navigateur, j'ai réussi au bout d'un moment, mais ça m'a pris plusieurs jours. Donc bien sûr, ça décourage des gens. Et ça, c'est pas ce qui se prête, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont pas mettre les moyens. Ou alors, on ne sait même pas les informaticiens qui choisissent, c'est des copains, on n'en sait rien, mais ils sont pas très très efficaces pour faire des. Alors que bien sûr, il y a du budget quoi. On va faire la démocratie participative. Et voilà, là, c'est pas une pétition qui déclenche un référendum, c'est juste une. Comment on appelle ça? Une sorte de pétition quoi. Et après ils en font ce qu'ils veulent quoi. La loi elle est votée. Là il y a le PS, d'après ce que j'ai compris, qui fait un recours constitutionnel parce que ce qu'ils savent c'est que les sénateurs sont beaucoup plus favorables que les députés à cette loi. Parce que le Sénat il est de centre droit. C'est des gens beaucoup d'élus dans les campagnes et qui sont proches des agriculteurs de la FNSEA. Donc les gros agriculteurs bien riches qui utilisent bien les pesticides, et puis c'est même pas eux qui les utilisent, c'est leurs employés, c'est leurs employés qui ont le cancer. Moi, je connaissais une famille qui était en Seine-et-Marne où ils avaient la mairie, et en fait c'est pas eux qui s'empoisonnent, c'est leurs employés qui attrapent les cancers. Eux c'est bon, ils ont des bonnes retraites, ils sont très riches, ils sont pas sur le tracteur, jamais. Et il y a ça dans les grandes exploitations de la Bosse ou de la Brie. Et c'est ceux-là qui ont le pouvoir. Donc il y avait cette majorité au Sénat qui était pour le retour des pesticides, détruire nos sols à terme, quoi. On va faire quelque chose de pérenne pour nos enfants et pour notre santé et contre le cancer. Et ils savaient que s'ils retournaient dans l'Assemblée nationale pour revoter la loi après le passage au Sénat, ça pouvait être houleux. Là, en particulier, que ce soit la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts ou le PS pouvaient être contre. À noter que le RN, donc c'est le vote protestataire normalement, le RN a voté pour. Notez bien ça. Là, ils s'en votent pas trop, là, le RN, on les entend pas trop, mais j'ai bien vu qu'ils ont voté pour la loi du plomb. Et donc, ils ont évité ça, ça s'appelle la commission paritaire parlementaire, je crois. Donc, en fait, je crois qu'il y a 8 députés, 8 sénateurs qui évitent le retour à l'Assemblée nationale. Mais c'est une mesure exceptionnelle qui est dans la Constitution, et donc, parce que j'ai compris, le PS fait un recours au Conseil constitutionnel pour que ça se passe pas comme ça. C'est des tours de passe droit, c'est des bonnes taux, quoi. Où est la vie Voilà, parce que où est ta voix, où est ta voix? Parce que tout ça, qu'est-ce que c'est derrière la loi du plomb? C'est la grosse industrie, c'est l'industrie soi-disant phytosanitaire, et plutôt sanitaire, c'est plutôt pour la maladie. Voilà, les pollueurs, les chimiquiers, les Monsanto, les Bayer, tous ceux qui créent les poisons puis qui créent après les remèdes, parce que soit Bayer, Poulenc, etc. Ils font les produits chimiques qui empoisonnent, qui donnent le cancer, puis après ils vendent des médicaments qui soignent plus ou moins, avec des effets secondaires, parce que c'est l'industrie knock, ce qu'ils veulent c'est avoir des malades qui durent un peu, et des médicaments qui soient bien onéreux. Voilà. Après, quand c'est un médicament qui existe depuis des décennies, qui est dans le domaine public ou même un produit naturel, là
n'y a pas de brevet à avoir, il n'y a pas d'exclusivité. Il n'y a pas de test parce que comme c'est les laboratoires pharmaceutiques privés qui font les tests, ils ne vont pas faire un test sur quelque chose que tout le monde peut reproduire, quelque chose qui est dans le domaine public. Donc ce qu'ils veulent, c'est des produits brevetés qui sont très très onéreux. Qui sont remboursés par la sécurité sociale aussi. Voilà. Et bien sûr, on a bien vu avec l'histoire du Covid, c'est-à-dire qu'ils placent leurs scientifiques mercenaires dans les ministères, comme conseillers scientifiques, etc. Dans l'histoire du sang soi-disant contaminé, là, c'était ça. Il y avait en particulier François Gros, qui est devenu après le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences en 91-2001, qui était le conseiller scientifique de Fabius. Il n'y a jamais eu de procès du volet scientifique. Et c'est vrai que Fabius a eu quelques soucis, et plus tard il était sanctionné en devenant président du Conseil constitutionnel. C'est une bonne solution. Ah ouais. Il y a ça aussi chez les magistrats. Vous savez que les magistrats, on ne peut pas trop les punir. Donc en fait, la façon de les punir, quand ils ont fait des boulettes, là, comme à Outreau, là, comme ça, les Bourcos, en fait, on leur donne une promotion. Ça permet de les déplacer. Donc c'est bien, ça encourage à faire des erreurs pour. On a nous, quand on fait des bêtises, ça ne marche pas comme ça. Comme c'est eux qui jugent, les juges, c'est un pouvoir énorme, et qui juge les juges, eux-mêmes. Bonjour. Bonjour, midi. Voilà, donc c'est aussi un problème, quoi. Donc il faut vraiment qu'il y ait de l'intervention citoyenne, voilà. Il faut qu'on contrôle ça, qu'il y ait des commissions de citoyens tirés au sort qui peuvent être juges. Là aussi, on limite le pouvoir des citoyens. Il y a de moins en moins de jurys tirés au sort. Ah ouais, jury populaire, non? Il y en a de moins en moins, ils limitent ça. Donc on se retrouve avec un pouvoir des juges qui se jugent eux-mêmes. En famille, quoi. C'est très très problématique. Et là, après, il y a le problème. Je lisais le livre de Sophie Coignard sur les francs-maçons. Et donc le taux de francs-maçons dans la police et dans la magistrature est très très élevé. Très élevé, alors que c'est une proportion très très faible. Et donc, le gros problème, comme le souligne Sophie Coignard dans son livre, c'est le secret de l'appartenance. De l'appartenance. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire qu'on est dans ces groupes, dans ces associations, que les autres personnes en font partie. Donc en fait, vous avez des juges, vous avez des prévenus, des parties civiles, des avocats. Là, vous ne savez pas qu'ils sont francs-maçons. Normalement, c'est un conflit d'intérêt. Et là, c'est dissimulé, et c'est très très problématique. Et en fait, c'est une des raisons d'être de la franc-maçonnerie, c'est le secret d'appartenance. Et qui fait que c'est très très intéressant dans ces milieux-là, politico-judiciaires, policiers-judiciaires plutôt, donc politique aussi, de faire partie de la franc-maçonnerie. Et ça, c'est un très très gros problème. Voilà. C'est un problème essentiel. Et ce qui fait que les jugements sont des fois très bizarres. Très bizarres. Les enquêtes qui sont soit arrêtées, soit au contraire accélérées selon les intérêts, quoi. Ah oui, il y a l'opportunité des poursuites aussi qui est très problématique. Donc il y a le monde de classement sans suite, si c'est pas intéressant. Puis, si c'est vrai que Fillon n'a pas eu de chance à certains moments. Fillon, en fait, vous avez Jacques Attali qui a dit sur LCI en avril 2016, là j'ai bien noté, je l'ai utilisé dans un de mes articles, il disait en quelque sorte nous apportons un programme et puis il y a des gens pour l'appliquer, ça pourrait être Bruno Le Maire à droite ou Emmanuel Macron à gauche. C'était avant la primaire de droite. Donc en gros, avant cette primaire de droite, il désignait déjà Bruno Le Maire et puis aussi Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qu'on a eu? Il y a eu cette primaire de droite où en fait le favori c'était Juppé. L'outsider c'était le jeune Bruno Le Maire. Et en fait il voulait que ce soit un de ces deux-là. Pas de chance, les militants ont choisi François Fillon. Ça a été la surprise. Et en fait François Fillon il déplaisait pour deux raisons. Un, il était trop proche des Russes, pas assez atlantiste. Deuxièmement, en affichant des convictions, à mon avis, pas très profondes, de catholicisme, il pouvait ralentir la marchandisation du vivant. Tout ce qui est GPA, là il y a un marché d'or, encore les laboratoires pharmaceutiques, etc. Je crois qu'une transition, il y a une transition aussi. Je crois que ça coûte 100 000 €. Et c'est remboursé par la sécurité sociale? C'est remboursé par la sécurité sociale. Par contre, les dents, c'est pas remboursé, quoi. Voilà. On peut être descendant,
Ah ouais. Mais par contre, on peut être Sans des sexe. sans-pénis, des sans-machin, on peut en changer. Ou avec, ouais. On peut faire du bon taux de Et on peut changer sexe. plusieurs fois ou pas? Bon, Ah bah oui, parce qu'après, si on a des dépressions, Alors, mon lapin. si on a des dépressions, bah, on fait dans l'autre sens. Eh ben, C'est vrai. dépression, Parce tu qu'on le dors, cache. faut dormir. Parce qu'on on le cache. Quand on fait une dépression. On cache les suicides qu'il peut y avoir après, parce que souvent c'est des personnes qui ont des problèmes d'identité, etc. On fait ces transitions en plus quand c'est des enfants. C'est un futur député. Alors que c'est. il y a des chances. Hein. Qui c'est qui va être élu député? Ouais, bah ça c'est. Ah ben ce serait C'est les bien. prédictions Ah ouais. Laurent Ouais. Chrétien, Marc Etienne. Voilà. Voilà, on va Exactement. toujours gagner avec Laurent. Il va être député. Sauf qu'on perd toujours. Donc, Ah. jusqu'au jour où on gagne. Voilà. Voilà. Demain, je suis En député. octobre. C'est toujours demain. Bah, et alors, tu veux, Dans 5 tu ans. veux prévoir le passé peut-être? Ah bah, tu prévois mal. Ah. Toutes tes prédictions étaient fausses. C'est le plus négatif que je connaisse. Le plus réaliste. Alors il faut que Le tu plus prévois qu'ils réaliste. perdent alors s'ils laissent en On face. fait tout pour qu'il soit élu. Ouais. Vas-y, vas-y. Ben oui. Les bulletins de vote. Tu vois, il se manque tout le temps. Financer les bulletins de vote. Eh ben, je vais te le financer. Allez. Non, attends. Moi j'ai des Tu affiches, peux. je m'occupe des Tu peux. affiches. Bon, tu me diras le budget. Tu Oh, me les diras bulletins le de vote, 200 €. 200 €. Allez, go. Voilà. Go. Ouais. Mais tu peux imprimer aussi ton bulletin de vote, non? Ouais, pas c'est un possible, peu ça plus difficile pour les législatives parce que c'est du A6. Mais Ah. on mettra sur le site de decidemos.fr ou décidons-nous-mêmes.fr, on mettra la feuille A4 Ah, c'est Marc. où les gens pourront imprimer et puis couper en 4. Pour les européennes, c'est plus facile parce que c'est du A4. C'est Marc, tu connais Marc. La taille du bulletin de vote en fait dépend du nombre de candidats. La Ouais. liste aux européennes, comme c'est 80, Il n'y a pas de réseau. En fait. 80 candidats, donc c'est du A4. Mhm. Quand c'est les, je sais pas, les municipales, c'est souvent du A5. Parce que sinon, je sais pas, c'est 40 personnes. ou Ça doit être des 50 personnes. timbres alors s'il y en a beaucoup. Et quand c'est Bonjour monsieur.